Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Opill is a game changer for sexual reproductive health. They're the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Finally, the days of needing a prescription to get birth control are over. Opill is FDA approved, no prescription needed, full prescription strength, estrogen-free, and available online and at most major retailers. So when there's no prescription, no appointment, there's no hassle. No more waiting at the doctor's office to get a prescription. Opill will be easily accessed over the counter, in store, or online, and will be ready for when you need it. Opill is available online and at most major retailers. Use code GIGGLY for 25% off your first month of Opill at opill.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bimensuel consacré aux crimes qui ont secoué le Québec et aussi aux cafés qui secouent nos nerfs. Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours je suis avec ma chère Audrey qui a de si beaux cheveux bien frisés aujourd'hui. Mon Dieu, merci, je viens de les faire. Yeah, c'est le fun! C'était pour booster mon estime. Pour vrai, génial! Ça te va très bien. Merci, je pense que cette semaine... J'étais dans ma semaine et j'avais mes allergies et je combats un torticolis, alors je me sens pas super bien. Un tortellini que tu combats. Un tortellini. Très activement. Oui. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un cas terrible que j'ai aucune idée c'est quoi qui va se passer aujourd'hui. C'est vrai que je t'ai comme pas donné d'informations. Non, je sais pas c'est qui, tu m'as donné le nom tantôt, j'ai aucune idée c'est qui. En fait, vu qu'on est au mois de juin et que c'est le mois de la Pride, je voulais... remettre le focus sur les menaces qui plombent sur la communauté LGBTQIA+, pour se rappeler que, surtout en 2025, ça me fait vraiment chier de le dire, mais apparemment, il faut qu'on rappelle aux gens qu'il faut respecter les autres. On dirait qu'il y a des gens qui ont skippé une couple de cours à la maternelle. Quand tu m'as donné le nom tantôt, c'est le nom du spoiler, c'est le nom d'un homme. Vous le savez, c'est le nom de l'épisode. Puis je me disais, c'est peut-être quelqu'un qui était... plein de schnout et qui méritait vraiment beaucoup de se faire péter à la face. Non, absolument pas. Ça va être épouvantablement terrible! Ben, c'est le pas fin. C'est le nom du pas fin. Ah, c'est le nom du pas fin? Ouais. Ah, fait qu'il mériterait un coup de pelle d'en face. Mais je veux dire... Oui, 100%. Non! J'avais espoir de pas trop pogner les nerfs aujourd'hui. Tu vas extra pogner les nerfs, parce que j'ai pogné les nerfs en faisant mes recherches, fait que... Ah boy! OK, avant de pogner les nerfs tous ensemble, on va vous recommander un café qui nous a été recommandé par une auditrice, Noémie. Bonjour Noémie, on te salue. Tu nous as recommandé le Eldorado. C'est ça. Le Eldorado de Nucléus Torréfacteur, c'est un café qui est cultivé en altitude, dans une altitude de 1100 mètres, ce qui permet au café d'avoir des notes de chocolat et de noix, et aussi une texture veloutée. C'est un café qui est très rond en bouche et qui est livré chez vous dans une livraison neutre en carbone. C'est vraiment cool. Vous pouvez commander ça sur le site de Nucléus Torréfacteur. C'est un très bon café, très classique, qui va bien avec tous les types de déjeuner. Wow! Les toasts au beurre de pinot, les crêpes, le bacon puis les œufs. Et même les déjeuners plus funky. Comme ton chum qui aime la petite soupe le matin. Les bols de soupe avec du porc char-siu, oui, c'est certain, ça irait très bien avec. Donc, on vous recommande aujourd'hui le Eldorado, qui est un café de Nucléus Torréfacteur. C'est un café avec des notes de chocolat et de noix et vraiment une torréfaction excellente et classique. Je me suis vraiment enfargée dans ma fin de présentation. C'est pas grave. J'en suis vraiment désolée. Et donc, merci beaucoup, Noémie, pour la recommandation. Aujourd'hui, tu vas... Qu'est-ce que... Je viens d'avoir un flash, en fait. Mais merci beaucoup, Noémie, pour ta recommandation. Mais si vous avez un peu de change
de disponible, nos amis de Micro Espresso ont été victimes d'un incendie criminel. Oui, c'est vrai. Dans le Vieux-Montréal. Oui. Donc, si vous pouvez leur venir en aide, ils ont présentement une campagne de financement sur leurs réseaux sociaux pour les aider à se rebâtir. Ils venaient à peine de s'installer, là. C'est très triste ce qui est arrivé, mais je sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, il y a présentement une vague d'incendies criminels contre les restaurants à Montréal. Et en fait, ils ont accidentellement été victimes d'un incendie criminel. C'était pas eux qui étaient visés. Non, c'est ça, c'était une erreur sur la personne. C'est le commerce à côté qui était visé. Mais on souhaitait pas ça non plus au commerce d'à côté. Non, mais, non, du tout. Mais c'est encore plus tragique, justement, parce que, il y avait rien à voir avec rien. C'est ça, c'est une petite entreprise d'ici. Alors, si vous pouvez les aider de quelque façon que ce soit, ils ont une campagne de financement sur leurs réseaux sociaux. Je m'excuse, je ne sais pas parler ce matin. Non, on a de la misère, hein. Alors, on pourrait juste recommencer l'épisode au complet. Bon, on est correct. OK. Alors, si vous pouvez aider d'une façon quelconque, il y a des informations sur leurs réseaux sociaux qu'on va aussi linker dans la description de l'épisode. Si vous pouvez leur venir en aide, je suis sûre qu'ils apprécieraient n'importe quoi que vous pouvez faire pour eux. Et on les salue, ils font de l'excellent café. Ils ne méritaient absolument pas ce qui leur est arrivé. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Ben, vas-y, parle, c'est ton Mais cas. tu Non, m'as c'est une pas. joke. Oui, donc, aujourd'hui, tu vas nous faire pleurer. Oui. Ben, Vas-y. je sais pas si je vais vous faire pleurer avec mon cas en tant que tel, autant que les circonstances autour du cas, parce que, dans le fond, je vais m'intéresser à Michael McGurk, qui est un tueur en série, peut-être le pire qu'on a eu au Canada, on sait pas encore, puisqu'on n'est pas sûr à 100% du nombre de victimes qu'il a fait. On le compare beaucoup avec Paul Bernardo, mais on sait pas encore lequel des deux qui a le plus haut body count. Arc. Et ce qui a été vraiment frustrant, et ça explique pourquoi Catherine et moi, on déteste faire des tueurs en série. Les gens s'intéressent plus aux tueurs qu'aux victimes, et ça m'écœure profondément. J'ai eu tellement de misère à trouver quelque information que ce soit sur les victimes que cet homme a fait. Mm-hmm. Un homme dégueulasse Mm-hmm. qui a écourté des vies, parce qu'il pensait que le monde les lui devait, puis qui a vraiment ciblé une certaine communauté parce qu'il savait qu'il allait s'en tirer. Fait que ça m'écœure vraiment beaucoup. J'ai fait tellement de recherches pour essayer de redonner une voix à ces personnes-là. J'y suis pas arrivée à 100%, puis je suis comme fâchée et triste, parce que ces gens-là méritaient absolument pas ce qui leur est arrivé, puis j'aimerais tellement pouvoir leur redonner ce qui leur a été enlevé, puis j'y arriverai malheureusement pas. Puis je suis vraiment désolée, fait que je vais quand même essayer de faire œuvre utile à la fin. J'aimerais avoir une petite conversation avec vous, mais sachez tout de suite que malheureusement, je vais pas réussir à 100% comme que j'ai réussi dans d'autres cas. Mais est-ce que c'est possible que tu dis « Ah, le pire tueur en série de l'histoire du Canada », mais là, moi, il me vient immédiatement en tête comme Robert Pickton. Est-ce que c'est possible qu'on a moins entendu parler de lui parce que #homophobie? Parce qu'il ciblait la communauté LGBTQIA+? Ben, en fait, merci de me le dire, parce que non, en fait, c'est que je pense qu'il a été arrêté avant Robert Pickton. Fait que peut-être que c'est les articles que j'ai lus à l'époque qui disaient qu'il était le pire, parce que... tu vas peut-être pouvoir m'aider, parce que là, les dates sont floues dans ma tête. Robert Pickton, il a été arrêté début des années 2000, je pense. Non, moi, j'aurais dit fin. Puis là, ici, on est dans les années 90. OK, j'aurais dit peut-être 2010, mais c'est possible que je suis off, parce que c'est juste trop épouvantable comme histoire, fait que je m'y intéresse pas tant. Ouais, non, Robert Pickton, c'est non, puis... Non, c'est ça, c'est non. Ben, les années 90, quand même. Ouais, Okay. là, je suis dans les années 90, fait que c'est probablement pour ça qu'il y avait les comparaisons avec Bernardo, parce que Bernardo aussi, on est dans les années 90. Oui. Fait que... En tout cas, c'est ça, mais comme... Ça se pourrait que j'ai fait une petite erreur là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que c'est parce que Robert Pickton a été arrêté après. Mais bon, sachez que j'ai vraiment fouillé l'Internet de fond en comble, et voici mes sources. Fait que dans mes sources, j'ai des articles de La Presse, des épisodes du balado de Radio-Canada Le Village, qui est consacré à des histoires de crimes qui se sont passées dans le village gay à Montréal.
qui est le pendant francophone de The Village, qui s'intéresse aux crimes à Toronto, qui ont visé la communauté LGBTQIA+. Il y a beaucoup de recoupements entre les deux podcasts. Si vous êtes fluide en français et en anglais, je vous conseille de vraiment écouter les deux parce que ça fait un portrait très complet des luttes qui ont été faites au Canada. Et un épisode de Dark Poutine. Oh, Dark Poutine! Puis, naturellement, j'aimerais faire mes trigger warnings. Tout de suite, comme vous l'avez compris, des meurtres de personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, de l'homophobie et meurtres d'enfants. Non. Mais je suis pas allée dans les détails parce que ça m'écoeure. Ben oui, avec raison, là. Par contre, sachez que j'ai eu de la misère à trouver justement des informations sur les victimes, mais sachez que les journalistes de Radio-Canada, eux aussi, ont eu de la misère à trouver de l'information. Donc, je me dis, tu sais, moi, je suis pas journaliste avec des cartes de journaliste de Radio-Canada, puis je me dis, on est pas mal au même niveau. Ça te prend quelle sorte de carte pour être journaliste? Faut que t'appliques, puis que t'aies suivi un cours. Ah, pas comme un roi de cœur, puis... Non, non, c'est une vraie c'est une vraie carte de journaliste. Okay. D'accord. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre un petit peu de crime dans votre café. Vas-y fort! Alors, voici mon introduction que j'ai intitulée « Les victimes parfaites ». Dans notre épisode de 66, je m'étais intéressée aux luttes menées par la communauté LGBTQIA+ montréalaise dans les années 80. À l'époque, les hommes gays étaient décimés par une épidémie de VIH, les bars et établissements du village faisaient régulièrement l'objet de perquisitions par la police, et bien sûr, l'homophobie était courante, voire socialement acceptée. Tandis que sur scène et à la télé, des humoristes font des blagues de tapettes et de coiffeurs, la langue zozotant entre leurs dents et le poignet savamment replié, les membres de la communauté LGBTQIA+, eux, meurent dans l'indifférence la plus totale. En 1989, les luttes atteignent un point culminant lorsque l'activiste Joe Rose est battu à mort dans un bus à proximité du métro Frontenac dans le quartier Centre-Sud. Il avait 23 ans et était séropositif. Si une onde de choc secoue la société qui doit soudainement faire face à sa propre violence, l'épisode d'aujourd'hui sera un rappel que ces luttes ne sont jamais terminées. Partie 1, ils s'appelaient Gaétan et Robert. Hey, ça part bien mon affaire! Ça part fort, je sais pas pourquoi t'as passé 5 minutes à faire une excuse au début de ça serait pas si avec ça, là. Gaétan Étier est né à Rawdon en 1946 dans une famille de 5 enfants. Gabriel, son frère aîné, se rappelle de lui. C'était quelqu'un qui était fier de lui. Toujours bien habillé, à la mode, il paraissait bien. C'était un beau bonhomme, il était joyeux, avec un beau sourire. Mais Gaétan, c'est aussi un peu le mouton noir de la famille. Gabriel sent que son frère maintient une certaine distance entre sa famille et sa vie privée. Éventuellement, Gaétan part s'établir à Montréal. Quand il revient visiter la famille, il est souvent accompagné de femmes qui sont plus âgées que lui et ne semblent pas vraiment être plus que des amis. Gabriel se doute bien que son frère est attiré par les hommes. À plusieurs reprises, il tente de lui faire comprendre qu'il l'aimera, peu importe qui il aime, et éventuellement, Gaétan finit par lui présenter son conjoint. Malheureusement, en 1991, la relation prend fin et Gaétan emménage dans un petit appartement du plateau Mont-Royal. Le 30 avril 1991, c'est le samedi de Pâques. Gaétan Étier se rend dans un bar du village, gay, et y fait la rencontre d'un jeune homme moustachu. Ensemble, ils prennent quelques bières et discutent du match de hockey opposant les Canadiens de Montréal aux Nordiques de Québec qui devait avoir lieu ce soir-là. Éventuellement, Gaétan propose au jeune homme d'aller regarder le match chez lui. Il accepte et les deux se rendent chez Étier où ils regardent le match et partagent une bouteille de vin. Après une victoire 4-3 des Habs, j'étais sûre que cette information vous intéressait, Gaétan Étier, légèrement éméché, finit par s'endormir sur le divan-lit aux côtés de son invité qui venait tout juste de tuer un autre homme à une dizaine de kilomètres de là. Au même bar où Gaétan Étier avait rencontré un jeune homme moustachu et fan de hockey, Robert Assali, un enseignant à la retraite, était tombé sur le même individu avec qui il avait aussi passé la soirée à discuter de notre sport national. Assali aussi avait invité le jeune homme chez lui afin de discuter, et plus si affinité. Mais comme ce fut le cas pour Étier, Assali et son jeune invité se sont contentés de boire et de regarder la télé jusqu'à ce que ce dernier s'endorme sur le sofa. Le lendemain matin, il s'est réveillé aux alentours de 6 heures du matin par son hôte qui se lève et commence à s'habiller. À ce moment,
Le jeune homme se lève et saisit un couteau dans la cuisine, dont il se sert pour menacer Robert Assali, lui ordonnant de se coucher sur le sol. Ce dernier éclate de rire, croyant qu'il s'agissait d'une blague. Enragé, le jeune homme attrape une lampe qu'il lance à sa victime avant de le ruer de coups et de le poignarder à 16 reprises dans la poitrine et la gorge. Oh mon Dieu! Ça part rough, ton affaire? Oui. Une fois convaincu qu'Assali était bel et bien mort, l'inconnu a tranquillement repris le chemin du village afin de trouver une nouvelle victime. Cette deuxième victime, ça sera Gaétan Etier, 45 ans, un vendeur de vêtements pour hommes, alors au chômage. À 6 heures du matin, 24 heures après avoir pris la vie de Robert Assali, l'inconnu se rend dans la cuisine du petit appartement de Gaétan Etier et prend une bouteille de bière dont il se sert pour assommer sa victime. Il se met ensuite à le poignarder, mais Etier se débat et tente d'agripper le téléphone. L'inconnu parvient cependant à avoir le dessus et il coupe la ligne avec son couteau avant d'achever sa victime. C'est le 3 avril que Gabriel Etier sera contacté par la police de Montréal, qui lui annonce le décès de son frère cadet. Se rendant sur les lieux où Gaétan a perdu la vie, Gabriel raconte qu'il se serait cru en enfer. Son frère a été poignardé à 11 reprises et a au moins 10 lacérations profondes à la tête en raison du coup de bouteille qu'il a reçu. Oh mon Dieu! C'est vraiment des gros meurtres. Oui, avec beaucoup de rage. Oui, de hargne et de violence inutile, là. Beaucoup. Ben, je veux dire, les meurtres, c'est toujours de la violence inutile, on va s'entendre. Ouais, mais à ce point-là, Hein? c'est ce qu'on appelle du overkill. Oui, c'est ça. Il s'est acharné, là. Ouais. OK. En rentrant chez lui à Rawdon, c'est Gabriel Etier qui écope de la tâche d'annoncer 2 nouvelles à ses parents avant que les journaux ne le fassent. Que Gaétan a été assassiné et qu'il l'a sans doute été parce qu'il était gay. Oh! Toutefois, malgré les circonstances plus que similaires entre les meurtres de Robert Assali et Gaétan Etier, la police, elle, n'est pas aussi sûre qu'un individu les ait ciblés en raison de leur orientation sexuelle. La vérité est plus compliquée que ça. Ah ouais? On va en parler. Ben, on aime ça. Supposer que la police a pas fait sa job. Oui, on aime ça. C'est souvent quelque chose qu'on aime faire dans les vieux cas. Insultez-vous pas. C'est ça. C'est ça. Ben, on est dans les années 90. Mais là, c'est plus compliqué que ça. On va en parler. Tu me diras ce que t'en penses. OK. Partie 2. L'enfance d'un dégueulasse. Michael McGray est né le 11 juillet 1965 à Collingwood, en Ontario. Non, pas en Ontario. Oui, l'Ontario, ao. Oh non! Il n'y passera cependant pas beaucoup de temps puisque sa famille déménage en Nouvelle-Écosse peu de temps après sa naissance. Tant mieux pour eux autres. C'est beau, la Nouvelle-Écosse. C'est vrai que c'est beau, mais pauvre Nouvelle-Écosse. Ben, je veux dire, non, ça c'est au Nouveau-Brunswick, le tueur de Miramichi, là, c'est pas en Nouvelle-Écosse. C'est correct. Enfin, tout le monde va en avoir un, inquiète pas. Oui, toutes les provinces. Toutes les provinces doivent avoir leur dégueulasse. C'est équitable, mais c'est vrai qu'en Ontario, il y avait déjà Bernardo, fait que c'est comme... Ah oui, c'est vrai. On a notre quota, bye bye. Mais il y en avait plus que ça. Ouais. Mais lui, c'est que c'était un drifter. On va le voir, là. Je vous le dis tout de suite, c'était un drifter. Ouais. Selon McGray, son père était un alcoolique qui le battait régulièrement et il sera éventuellement envoyé à la Shelburne School for Boys, où, toujours selon ses dires, il aurait été victime d'abus sexuels. Ah! Par contre, j'ai tendance à le croire parce que quand j'ai googlé Shelburne School for Boys, pour être sûr que j'avais bien compris le nom de l'établissement, le résultat numéro 1 était « Enquête sur les abus sexuels à la Shelburne School for Boys ». Excusez, je sais pas pourquoi j'ai ri. Fait que oui, j'ai tendance à croire que oui, effectivement, ça s'est passé. Oui, ça se peut. C'est comme j'allais te demander si t'étais déjà tombé dans le rabbit hole des recours collectifs, là. Ah, et c'était tous les résultats sur la Shelburne School for Boys, c'était tous les procès des professeurs qui avaient été accusés d'agression sexuelle. Ah. Fait que on va la lui donner, celle-là. Oui. C'est aussi alors qu'il est âgé d'à peine 10 ans que McGray développe son penchant pour la cruauté envers les animaux. Et un peu de crime, on va être pas avec ça, et j'ai décidé que cette phrase contenait tout ce que vous avez besoin de savoir. Oui, OK. Genre, tu veux pas donner des détails sur la cruauté animale? Non, ça me tente pas. Mais par contre, nous pouvons dire que développer un penchant pour la cruauté animale lorsqu'on est un enfant est un signe de psychopathie. Oui, ça, recevoir un coup sur la tête et mouiller le lit. Oui, c'est vrai. Ce sont les signes avant-coureurs. Ouais. Là, si vous avez un enfant qui mouille son lit, paniquez pas. Là, non, c'est ça, mais c'est surtout...
C'est surtout les traumas au lobe frontal, là, effectivement, là. Mais ça me semble que c'est le lobe frontal, mais en tout cas, oui, avoir un gros coup sur la tête quand t'es un enfant, ça fait John Wayne Gacy Jr. Exactement. Qui tombe en bas de la balançoire puis qui viole une trentaine de garçons. Et les tue. Pas en tombant en bas de la balançoire. Non, mais comme 30 ans plus tard et qui devient un tueur en série. Mais je répète, là, paniquez pas si vous avez eu un enfant qui mouille le lit, là. Ça, c'est un des signes, c'est pas... C'est le temps de construire un endroit sécurisé où l'enchaîner. Non, c'est une blague! C'est une blague. De lui mettre un casque. Aussi! Oh, comme les petits enfants qui ont le crâne mou, là. Oui, c'est ça! Comme un petit enfant au crâne mou. Si vous avez un enfant avec un casque, c'est très mignon. Oui. Moi, je trouve ça adorable. Un tout petit crâne mou. Partie 3, Gail Tucker. Le 24 avril 1985, Gail Tucker, 16 ans, quittait son domicile de Dartmouth en Nouvelle-Écosse pour se rendre à Meteghan, dans le comté de Digby. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. C'est les gens qui nous écoutent en Nouvelle-Écosse, bonjour! T'as l'air d'avoir moins de fun que moi à prononcer les noms des localités françaises, là. Ben, c'est moins le fun que Grenouille en Montmartre! Oui! Fridulent sur le Fleune! Parce que Meteghan, dans le comté de Digby, je suis comme, OK, on dirait tous des membres des Grateful Dead. C'est vrai. Est-ce que Gail est un homme ou une femme? Une femme, une jeune femme. Ouais, mais il semblait que Gail était un nom de femme, je voulais juste vérifier. Elle espérait être engagée dans une usine de transformation de poissons qui venait d'y ouvrir ses portes et elle était si pressée de s'y rendre qu'elle a décidé de faire du pouce au lieu d'attendre que sa mère revienne du travail et lui prête un peu de monnaie pour le bus. Oui, Catherine fait le nom de la tête. Mais il y avait une époque où est-ce que c'était... Mais ça, c'était un autre C'était normal. Ben, oui, il y avait une époque où c'était normal, mais il y avait aussi une époque où le discours public entourant le fait de faire du pouce, le hitchhiking, c'était vraiment très négatif, comme les débuts du online dating. Là, dans les années 90, c'est immédiatement, t'as rencontré quelqu'un sur Internet, sur Réseau Contact, mais là, tu veux-tu te faire tuer, tu sais? Mais en même temps... Je me demande c'est quoi pour vrai. Je me demande le diagramme de Venn des gens qui ont fait du pouce, puis les gens qui ont fait du pouce puis qui ont été tués, je me demande, ils se croisent à quel point. Mais tu sais, c'est une jeune fille dans un petit village dans les Maritimes. Je me dis, t'as peut-être pas la même conscience que, mettons, quand tu grandis en ville ou... Ben, quand t'es en ville, tu vas pas faire du hitchhiking, tu prends le métro. Ouais, non plus. Ben, c'est ça. Qui est tout aussi dangereux. Oui. Ça aussi, je veux voir ce diagramme de Venn-là. J'aimerais que quelqu'un fasse plein de diagrammes de Venn pour moi, s'il vous plaît. Gail atterrit éventuellement dans le village de Weymouth, où elle sera aperçue pour la dernière fois avant de disparaître à bord d'un pick-up. Ce pick-up, il appartenait à Michael McGray, qui avait alors 19 ans. À peine Gail prend-elle place à bord du véhicule que McGray exige une fellation en guise de paiement, ce que la jeune fille refuse. Selon McGray, il se serait alors mis en colère et aurait conduit jusqu'à un endroit reclus où il aurait arraché les vêtements de sa passagère. Toutefois, Gail s'est tant débattue que McGray ne serait pas parvenu à l'agresser. À bout de nerfs, McGray aurait finalement saisi un couteau avec lequel il a poignardé Gail Tucker à mort avant d'abandonner son corps nu dans des buissons à l'écart de la route. C'est la mère de Gail qui signale sa disparition aux autorités qui ne parviennent pas à trouver des traces de la jeune fille après son passage à Weymouth. Ce n'est qu'au mois d'octobre, soit 6 mois plus tard, qu'un homme qui promenait son chien trouve la dépouille et les vêtements de Gail Tucker. Puisque le corps avait été laissé à l'air libre, il a été fortement endommagé par les éléments, et le dossier de Gail sera nécessaire afin que les autorités parviennent à l'identifier. Malgré la pression exercée par la mère de Gail sur les autorités locales afin de trouver le coupable, celui-ci ne sera identifié que plusieurs années plus tard. Partie 4. Hold Up. Libre comme l'air, Michael McGray échoue éventuellement à Saint John, au Nouveau-Brunswick, où il fait la connaissance de 2 autres criminels, Mark Daniel Gibbons et Norm Warren. Ensemble, les 3 hommes planifient de voler un chauffeur de taxi et mettent leur plan à exécution le 14 novembre 1987, soit 2 ans après le meurtre de Gail Tucker. Après avoir hélé un taxi, Gibbons prend place dans le siège passager et Warren et McGray s'installent sur la banquette arrière. Une fois arrivé à destination, Gibbons dégaine un couteau et menace le chauffeur de taxi en lui ordonnant de lui remettre tout son argent. Le chauffeur aurait toutefois fait un geste qui aurait fait croire à Gibbons qu'il allait sortir une arme à son tour. Paniqué, Gibbons poignarde le chauffeur dans la main et prend la fuite, suivi de Warren et McGray, lorsque sa victime se sert de sa radio pour appeler du renfort. Une fois arrivé sur les lieux, la police se redirige vers le Market Square Mall, où des témoins disent avoir aperçu les suspects.
Si les policiers ne trouvent aucune trace de McGray et Warren, ils sont cependant interpellés par un concierge qui les amène vers un conteneur à déchets où se trouve la dépouille de Gibbons. Oh my God! Après un bref examen, les policiers concluent qu'il a succombé à un coup de poignard asséné directement sous son cœur. Par chance, les policiers ne mettent pas de temps à retrouver les complices de Gibbons, puisque dès le lendemain, pis ça je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, McGray et Warren appellent au poste de police pour demander s'ils auraient vu Gibbons dont ils n'avaient plus de nouvelles depuis la veille. Ben... Ouais, c'était comme ça, faire un alibi. Oui, mais c'est genre... pour se fournir un alibi, mais je veux dire... Mais comme la nouvelle était pas sortie dans les journaux ou quoi que ce soit, fait que je pense que la police a fait comme « Bonjour ». Ouais, mais je veux dire... Je veux pas dire des affaires terribles, mais tu sais, John Benet Ramsey. Non, mais je veux dire, t'appelles la police pour déclarer que quelqu'un est mort, mais comme la personne, c'est toi qui l'as tué, c'est pas du tout le cas de John Benet Ramsey, mais je veux dire, ça arrive, là. Ouais, je pense qu'ils ont essayé de throw off the scent, mais la police a été un petit peu plus vite. Parce que dans ce temps-là, il y en avait moins des émissions, là, comme 2020, puis ces affaires-là, puis Dateline, puis le monde était moins savvy en termes de détails de true crime. Les policiers ont donc retracé l'appel et se sont rendus à l'appartement de la rue Germain où les suspects se terraient avec les conjointes de Warren et Gibbons. Dans la salle... non! Oui. Dans la salle d'interrogatoire... Ils viennent de tuer son chum! Ouais. Laissez cette pauvre femme tranquille! Ah, pis c'était quelqu'un qui avait pas une belle vie, là. La blonde de Gibbons ou Gibbons? Pas mal tout le monde Gibbons dans cette histoire. Ouais, mais là, Gibbons est mort, fait qu'il a pas eu une belle fin de vie non plus, mais... Non, c'était deux personnes. Les deux conjointes, c'était, je pense que j'en parle plus tard dans mon texte, mais c'était deux femmes qui avaient des gros problèmes de consommation, qui n'ont pas eu des vies faciles, ces femmes. Dans la salle d'interrogatoire, McGray jure que c'est Warren qui a tué Gibbons. Les femmes qui étaient présentes dans l'appartement et qui ont également été interrogées par les policiers corroborent cette version des faits. Puisque Warren avait déjà purgé une peine de 17 ans pour des crimes violents et que McGray n'avait alors rien de majeur à son dossier, il croit aussi que Warren est le meurtrier de Mark Daniel Gibbons. Mais là, chose étrange, Norm Warren ne va pas être reconnu coupable du meurtre et va écoper d'une peine de prison de 11 ans pour le rôle qu'il a joué dans le braquage du taxi. Et McGray non plus ne va pas être jugé coupable du meurtre de Gibbons et lui va écoper de 5 ans. Ouais, mais il y avait pas de preuves, j'imagine? Il y avait pas c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de preuves. Fait que je pense qu'ils n'ont pas pu amener des accusations à terme. Il y a quel âge Michael McGray à ce moment-là? Ben là, on est 2 ans après le meurtre, il avait 19 ans, fait que ouais, 21 ans. Mais l'autre gars, il a fait... Norm Warren a fait 17 ans de prison déjà, fait qu'ils il était considérablement plus vieux, ses complices. Là. Ouais. C'était pas une gang de petits jeunes, là. Non, c'était pas des petits... C'était pas des petits criminels, c'était des grands criminels. Ouais, mais... 5 pieds 11. Non, mais dans le sens, tu sais, c'était des crimes violents, mais il y avait... Je crois pas qu'il y avait un meurtre à son actif. Je pense que c'était plus du assault and battery, du vol, puis des choses comme ça, là. OK. Mais j'ai pas réussi à trouver son dossier en tant que tel, donc... Faut que tu développes tes skills de détective, oui, Audrey. Je sais. Il aurait fallu que j'aille Ça fait juste 5 ans qu'on fait ça. Faut que tu travailles là-dessus encore, là. Partie 5. Bref arrêt au Québec. Au printemps 1991, Michael McGray purge sa peine à La Macasa, un établissement de sécurité moyenne au Québec. À l'approche du long week-end de Pâques, McGray fait une demande de sortie qui lui est accordée. Attends, La Macasa, c'est pas juste les délinquants sexuels? Il était là. Je sais pas. J'avais l'impression Moi aussi, que quand j'ai lu La Macasa, j'ai fait comme « What? » Mais non, comme plusieurs articles corroboraient qu'il était à La Macasa. Donc, je sais pas pourquoi il s'est ramassé là, mais il était là, et parce qu'il y avait juste à son dossier une tentative de hold-up, ben, il bénéficiait de demandes de sortie. Puis il a fait combien de temps, excuse-moi, je te fais répéter déjà? 5 ans. C'est beaucoup pour tentative de hold-up, ça, non? Ben, il y a quand même eu... Ils ont quand même blessé le chauffeur de taxi. Oui, mais c'est pas lui qui l'a blessé. Je veux pas le défendre pantoute, mais je comprends pas c'est quoi... Mais il y avait peut-être déjà du petty theft à son actif. Peut-être que ça a fait monter le compteur, là. C'est possible. J'essaie de voir... Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Fait que... OK. C'est peut-être qu'il soupçonnait d'avoir quelque chose à voir avec avec la mort de Gibbons aussi, puis je sais pas, moi aussi j'ai fait, il me semble que 5 ans c'est beaucoup, mais il y avait des permissions de sortir. Fait que
Non, mais je veux dire, tout le monde a des libérations de sortir, là. Ouais, mais pas quand t'es comme au plus haut niveau de sécurité. Fait que là, lui, il avait Non, ça. c'est ça, mais il est à sécurité moyenne, t'as dit. Ouais. OK. Alors, McGree va faire une demande de sortie qui va lui être accordée. Mm. Et justement, parce qu'à l'époque, on savait pas qui était responsable déjà de la mort de 2 personnes. Et cette permission allait bientôt coûter la vie à Gaétan Etier et Robert Assali. Ah, tabarnak. Alors, après avoir pris 2 autres vies, c'était le début de l'épisode, Retournez au début puis réécouter tout ce qu'on vient de dire encore une autre fois. et revenez. Et voilà. McGree décide que, il aime ça, être dehors de la prison, et plutôt que de retourner à la maison de transition où il était attendu, il prend la route en direction des Maritimes. Laissez les Maritimes tranquilles. Les Maritimes sont comme, oh my god, on peut-tu avoir la paix? Pauvre Maritime. On peut-tu... Il peut-tu aller au moins, genre, en Alberta, où est-ce que tout le monde est riche, ou, tu sais, comme une place, c'est ça. Ça va déjà voir pas le super reste bien du au Canada, Maritime, c'est au grand point. le Canada. là. Voilà, exactement. Le 20 avril, McGree est à nouveau arrêté pour avoir enfreint ses conditions de remise en liberté et retourne en prison. Ouais, mais tu peux pas juste faire ça, excusez. C'est pas optionnel, là, tes conditions Ouais. de remise en liberté. C'est pas comme moi, non, ça me tente plus, bye! Bye. Je m'en vais pêcher au Nouveau-Brunswick. Je vais devenir un petit pêcheur d'homard. Je vais aller taquiner la truite. Je vais devenir Wilfred le Boutillier. Oh, et Jean Batailleur aussi. Oh oui, je vais devenir Jean Batailleur. C'est moi. Donc, il est à nouveau arrêté. À Montréal, un vent de panique va s'élever dans la communauté LGBTQIA+, pendant que McGree, lui, continue de vaquer d'un coin à l'autre du Canada, se faisant arrêter une fois de temps en temps pour des crimes mineurs. Et il va y avoir une légère période d'accalmie pour Michael McGree qui va durer de 1991 à 1998. Et tabarnak, c'est une longue période de calmie, ça. Qui était pas si calme que ça, OK. mais je pense que les gens qui écoutent beaucoup de True Crime savent qu'est-ce qui s'en vient après une période d'accalmie. Est-ce que c'est un autre Killing Spree? Parce que là, c'est... je vais pas jouer avec les classifications des tueurs en série, mais... Il a tué 2 personnes dans le span de 24 heures, là, fait que... Ouais, Clairement... il va commettre un meurtre d'une brutalité qui dépasse l'imaginaire. Oh non. Mon Fait que- imaginaire, pourtant, est très vaste. J'en ai consommé en masse des affaires comme ça. Est-ce que je vais pleurer? Ben non, parce que j'ai décidé d'enlever des détails. C'est bon, ça! Parce que je me suis dit, ouais, non, ça sert à rien de mettre ces détails-là. Parfait. This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Opill is a game changer for sexual reproductive health. They're the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Finally, the days of needing a prescription to get birth control are over. Opill is FDA approved, no prescription needed, full prescription strength, estrogen-free, and available online and at most major retailers. So when there's no prescription, no appointment, there's no hassle. No more waiting at the doctor's office to get a prescription. Opill will be easily accessed over the counter, in store, or online, and will be ready for when you need it. Opill is available online and at most major retailers. Use code GIGGLY for 25% off your first month of Opill at opill.com. Partie 6, Joan et Nina Hicks. Et là, gros drapeau rouge ici pour les gens qui aiment le true crime un peu plus soft. Avancée de 5 minutes. Combien de minutes? 7 minutes? 7 minutes. Joan Hicks était une femme généreuse qui souhaitait venir en aide aux plus démunis. Une des manières par lesquelles elle offrait un peu de réconfort à ceux qui en avaient besoin, c'était en correspondant avec des prisonniers enfermés dans divers établissements carcéraux à travers le Canada. C'est une des seules informations que j'ai trouvées sur Joan Hicks. Je vais pas la juger pour ses choix. Elle me semble une personne qui était un peu seule aussi, donc j'ai l'impression que ça lui donnait aussi un petit peu des manières de communiquer avec le monde. Mm-hmm. Parmi ses correspondants, un prisonnier incarcéré à Dorchester, au Nouveau-Brunswick, l'informe que plusieurs gars qu'il côtoie aimeraient aussi avoir quelqu'un avec qui échanger à l'extérieur. Touché par la demande, Joan entreprend une correspondance avec d'autres prisonniers de l'établissement, dont un certain Aubrey Vincent Sparks, reconnu coupable et incarcéré suite au meurtre de sa femme. Ah, OK.
Rapidement, les lettres échangées par Sparks et Joan prennent une tournure romantique et en 1998, la femme de 48 ans décide de quitter son Terre-Neuve natale avec Nina, sa fille de 11 ans, pour déménager à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et ainsi se rapprocher de Sparks qu'elle prévoyait épouser. Les amis et la famille de Joan ne voient toutefois pas cette décision d'un bon œil et vont tenter de la dissuader. Ouais, moi non plus, Joan. Ouais, non, c'est pas une très bonne idée. Il a pas volé un briquet au dépanneur, il a tué sa femme. Ouais. Tu veux peut-être pas être sa prochaine femme, mettons, dans un contexte de même. Après tout, sa fille n'avait que 11 ans et Sparks était un meurtrier reconnu coupable devant la loi. Ils vont même demander à la GRC de faire une intervention auprès de Joan, mais j'ai pas réussi à trouver d'autres informations que ça, donc j'ai pas l'impression que la GRC s'en est mêlée, mais en même temps, je vois... que la GRC leur a dit on fait pas ça, ouais, nous autres, il me semble que c'est pas leur responsabilité. C'est ça, c'est pas leur responsabilité, puis Joan Hicks est une adulte, donc elle peut prendre des décisions, puis c'est pas comme un wellness check quand tu penses que quelqu'un est peut-être coincé dans une situation de violence conjugale ou dans une secte, là, c'est pas... OK, mais what about t'appeler comme la protection de la jeunesse? Ça aurait été, me semble, une meilleure affaire que... Ouais. Tu sais, c'est comme si... C'est comme si c'était comme le chien de mon voisin, il jappe, je vais appeler le FBI. Il me semble que c'est pas la bonne instance, là. FBI, ce chien jappe! Faites quelque chose! Mais non, c'est ça, il me semble que la protection de la jeunesse aurait peut-être pu intervenir, ou, du moins, je sais pas, les aiguiller, plus que la GRC, là. Ouais, maintenant que tu dis, je suis comme, c'est une bonne idée. Mais j'étais pas dans la famille de Joan Hicks. Non, absolument pas. Moi, je dis ça juste au cas où, je sais pas si vous... Ouais, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui prend des décisions un peu étranges. Oui, j'essaie juste... C'est ça, je me disais, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans une situation qui ressemble à ça, je pense pas que la GRC va pouvoir vous aider. Vous pourriez peut-être plus appeler la TPJ. Ouais. Je dis ça de même. Je pense que c'est une bonne piste, Je dis ça comme ça, là. J'ai fait que mon devoir de dire n'importe quoi. Mais malheureusement, Joan est persuadée qu'elle prend la bonne décision. Judy, la fille aînée de Joan, rapporte qu'elle n'était pas du tout d'accord avec la décision de sa mère et justement, elle avait tenté d'appeler la GRC. Et selon un reportage de la CBC, Nina, elle ne voulait pas suivre sa mère. Le matin du grand départ, elle aurait remis une photo à sa tante où on la voit souriante, vêtue de sa robe de première communion. Elle aurait dit à sa tante « Si quelque chose devait m'arriver, sers-toi de cette photo pour me ramener à la maison. » À Moncton, Joan échoue à trouver un appartement et va atterrir avec sa fille dans un refuge pour itinérants, situé à 34 minutes de l'établissement où Aubrey Sparks est incarcéré. C'est là que Joan va faire la connaissance de Tammy McLean. McLean, elle n'a pas eu une vie facile. 3 ans auparavant, elle a donné naissance à un petit garçon, mais suite à des complications, l'enfant est mort 3 jours plus tard. Déjà difficile à vivre, son conjoint sombre dans l'alcoolisme et menace à plusieurs reprises de s'enlever la vie. En 1998, après avoir erré sur la côte est canadienne, le couple se retrouve à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Tammy et Joan deviennent rapidement amies et Tammy va présenter à Joan son conjoint, un dénommé Michael McGray. Oh! Ça n'a même pas rapport avec l'autre tweet qui sortait de prison puis qui allait se marier avec... Non, c'était juste pour vous dire que c'est pour ça qu'elle est allée là. Mais ça a juste comme mal tombé. Ouais. C'est... Je sens que les gens sentaient le danger, mais le danger, finalement, il était pas là. Ben, je comprends tellement sa pauvre petite fille de 11 ans. Je veux dire, Terre-Neuve, c'est pas la porte à côté, là. Non, c'est une centaine de kilomètres. C'est vraiment très loin, là. C'est ça, c'est vraiment très loin. T'as 11 ans, puis ta mère est comme, oui, je corresponds avec un tueur qui est en prison, on va aller vivre avec. Genre, puis à 11 ans, t'as conscience du monde qui t'entoure. Oui, oui. T'es pas un enfant qui regarde Bluey à longueur de journée, là. T'es conscient de ce qui se passe autour de toi. Oui. Mais tu peux regarder Bluey aussi, ça me dérange pas. Ouais, je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère! Je suis pas ta mère, regarde Bluey, ça te tente! Joan, elle s'entend très bien avec le couple, et lorsqu'elle trouve enfin un petit appartement dans un sous-sol où déménager avec sa fille, elle va souvent inviter Tammy et Michael pour boire, jouer aux cartes et passer du temps ensemble. Le 28 février au soir, Tammy va téléphoner à Joan pour lui demander de l'aide. Michael a beaucoup bu et elle pense qu'il a aussi consommé de la drogue. Elle a peur de lui et cherche un endroit où se cacher. Sans hésiter, Joan va offrir à son amie de se réfugier chez elle. C'était vraiment une
très bonne personne, Joan. Elle a trouvé un appartement entre-temps, là. Oui, Elle est dans dans un refuge, OK. Elle est dans un demi-sous-sol à Ok. Moncton. Moncton? Oui. Pour sa part, Michael McGree avait passé la journée avec un ami, Glenn Bennett, à faire la fête. Les deux hommes avaient bu abondamment et s'étaient injectés de la cocaïne. Mainlining. Voir que c'est une affaire que le monde font au point où est-ce que tu sais c'est quoi le nom de cette affaire-là. Oui. Tabarnak. Ben, c'est que j'avais lu du mainlining, puis j'étais comme, ah oui, mainlining, c'est quoi déjà? Puis c'est quand tu te l'injectes directement dans les veines. Ah! Tu peux mainline de l'alcool aussi. Non, c'est correct. Non, merci. Non, Sans je te façon. l'offre. Tu peux mainline de l'alcool, Catherine. Non, c'est sans façon, c'est correct. Non, merci, on est dimanche matin, je vais me calmer. Il y a pas grand-chose C'est jour du que Seigneur. Il y a pas grand-chose à part des médicaments que j'accepterais d'injecter dans mes veines. Si tu me disais, hey, Même Catherine, pas des stéroïdes! on va mainline du 7-Up voir ce que ça fait, genre, je Non, serais pas down. non. Non, c'est ça. À quel moment dans une amitié tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux mainline de la cocaïne? Ben, je pense au même moment où est-ce que les gars se disent entre eux, on va allumer nos pets à soir. C'est comme probablement dans la même conversation. Excusez, c'est le dernier moment où on va rire. Fait que... Moi, je suis comme je suis comme Danny Turcotte dans le Tout le monde en parle. Je suis juste là pour dire des affaires impertinentes une fois de temps en temps pour que le monde cringe ou rie ou quelque chose de même. Mais là, je vais sortir le drapeau rouge. À un moment dans la soirée, McGree signale à Bennett qu'il a envie de tuer quelqu'un. Ce qui est comme l'autre conversation que je suis comme, à quel moment dans une amitié tu dis ça pis que c'est pas une métaphore par rapport à genre ton boss? Que je veux pas tuer, je l'aime beaucoup. Bennett, croyant que son ami plaisantait, qui est toute une joke, décide de le suivre dans les rues assombries de Moncton. Le duo chasse pendant un moment, mais il est tard, et peu de gens sont encore dehors. Déçu, McGree décide de se rendre chez Joan Hicks, où il retrouve sa conjointe qui tentait de se cacher. Giga drapeau rouge le plus gros que vous avez vu. En colère, McGree chasse Tammy, lui dit qu'il veut être seul avec Joan et Nina pour faire le party. Nina, c'est un enfant! Plus gros drapeau rouge que vous avez jamais vu de votre existence. À partir de ce moment, le déroulement exact des événements, il est flou. Selon Bennett, après avoir découvert sa conjointe qui se cachait, McGree serait devenu fou furieux et aurait empoigné Joan Hicks par la gorge pour la plaquer contre le mur et l'étrangler. Oh! Joan a tenté de se débattre, mais elle n'avait que très peu de chance contre McGree qui était beaucoup plus gros et plus fort que elle. À bout de souffle, Joan a fini par perdre conscience et elle est tombée inerte sur le plancher. Toujours enragé, McGree lui saute dessus, la roue de coups et va finalement s'emparer d'un couteau à pain avec lequel il va lui trancher la gorge. Ensuite, McGree s'en a tué Nina, la fille de 11 ans de Joan Hicks. C'est la seule information que je vais vous donner parce que j'aimerais ne pas savoir comment elle est morte, cette petite fille. Mm-hmm. Par contre, pour pas que votre cerveau aille là, elle n'a pas été agressée. Sachez ça. 2 heures plus tard, saisi de remords, Glenn Bennett appelle la police et les informe qu'il vient d'être témoin de 2 meurtres et va leur donner les coordonnées de l'appartement de Joan Hicks et celle de McGree. Selon la CBC, les experts qui ont été dépêchés sur les lieux du crime ont eu besoin de suivi thérapeutique pendant plusieurs années. Ce qui, j'espère, vous enlève la petite démangeaison que vous avez dans les doigts de googler ce qui est arrivé dans l'appartement de Joan Hicks. Quand la police se présente chez lui, Michael McGree se rend et passe tout de suite aux aveux. Il avoue avoir tué Joan Hicks, mais il jure qu'il n'a pas touché à Nina. Il affirme que c'est plutôt Bennett qui l'aurait tué. Ce qui est assez étrange parce que McGree va aussi confier aux policiers qu'il a commis plus de 11 meurtres, mais il va catégoriquement refuser d'admettre qu'il a quoi que ce soit à voir avec la mort de la fillette. Je pense que c'est parce qu'il savait qu'il s'en allait en prison et que les gens qui tuent des enfants ne sont pas très bien traités en prison. Je pense qu'il voulait se protéger.
Moi, j'aimerais ça vivre dans un monde où est-ce que les gens qui tuent des gens et qui se ramassent en prison sont pas bien traités en général. Peu importe si tu as tué un enfant ou une personne adulte ou un homme ou une femme ou une personne non-binaire ou... Tous ces gens-là en général. Oui. Ce serait le fun qu'il n'y ait pas de fun en prison. Exactement. C'est ça le principe de la prison. Mais je pense qu'il savait que ça le mettait en extra danger. OK. Puis il a essayé de blâmer Glenn Bennett. Autre chose aussi, il va avouer avoir tué Gail Tucker, mais il dit qu'il était avec quelqu'un quand il a tué Gail Tucker, et même son avocat ne le croit pas. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est qu'il essaye de, comme, réduire sa culpabilité, mais je pense qu'on sait tous que c'est un esti. Non, mais ça change rien. On s'en calisse. T'étais avec quelqu'un ou t'étais pas avec quelqu'un, tu l'as tué, fuck you. Mais là, je vous le répète, là, parce que la curiosité morbide, on le sait. Ok, j'ai comme vraiment le goût de googler, pour vrai. Tu me le conseilles pas? Non. Non, t'as des enfants. Ok. Partie 7, enfin des réponses. Suite à son arrestation pour le meurtre de John Hicks, Michael McGray admet avoir tué Gail Tucker en 1985 alors qu'il se trouvait en Nouvelle-Écosse. Les autorités savent qu'il dit la vérité parce qu'il connaît des détails sur l'affaire qui n'avaient pas été révélés au grand public. McGray admet également avoir tué son complice Mark Daniel Gibbons en 1987 après un vol à main armée bâclé. Il raconte qu'après avoir abandonné le corps dans un conteneur à déchets, il est rentré avec son autre complice, Norm Warren, dans l'appartement qu'il partageait avec les blondes de Warren et Gibbons. Il aurait alors menacé les femmes à l'aide du couteau encore ensanglanté dont il s'était servi pour Mark. Terrifiées, les femmes avaient promis de mentir aux policiers et ont aidé McGray à nettoyer et dissimuler l'arme du crime. Ah! Mais en même temps, comme... C'est mangeur de merde. Tu te fais menacer par quelqu'un qui vient te tuer comme Oui! ton chum, puis Oui, il y a encore le couteau avec son sang dessus. Honnêtement, tu résistes pas. Là. Non, c'était pas un grognement contre les femmes, là. Non, c'est contre lui, un grognement là. comme petit mangeur de marde que j'espère qu'il va manger une coupe de coups de pied au derrière. Non, puis il paraîtrait que pendant que les femmes tremblaient de peur en lavant le couteau, Michael McGray comme faisait des jokes en arrière d'elle en imitant Mark Daniel Gibbons qui mourait. C'est comme les frères Pouliot là, qui avaient forcé la pauvre France à nettoyer le sang de Gaston Scalabrini, de son chum, qui s'était fait battre quasiment à mort, là. Ouais, on est pas mal dans le même... épouvantable. dans le même realm, là. Finalement, McGray reconnaît être impliqué dans le meurtre de 2 hommes gays qu'il avait rencontrés dans un bar du village gay montréalais en 1991. Pour ce qui est des autres crimes, McGray dit avoir tué plusieurs travailleuses du sexe dans les provinces des Maritimes, ainsi qu'à Seattle, aux États-Unis. À ce jour, aucune preuve ne permet toutefois de lier McGray à d'autres crimes que ceux qu'il a avoués. Non, Mais là, je vous demande, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que la police ne s'est tout simplement pas intéressée à la mort des membres les plus vulnérables de notre société? Ben, je pense que l'histoire a prouvé que la police ne se préoccupe pas tant que ça des crimes commis contre les travailleuses du sexe. Fait que, moi, j'irais pour ça. Je veux dire, c'est pour ça que Picton, il en a tué comme 40. Ben, j'aime ça que tu mentionnes... Non, j'aime pas ça, mais... J'aime ça que J'aime tu ça mentionnes que tu parles de comme Robert épouvantable. Picton! Oui, Mais, mais c'est ça, Picton en a tué beaucoup plus que McGray. Tu disais que c'est le pire tueur en série de l'histoire Ouais, du mais il a été Canada. arrêté après. Ouais, Fait ok, que- c'est vrai. Puis les articles que je lisais dataient des années 90. Fait que Hein? 90 et début 2000. Mais c'est... Ah, Ah oui, puis c'est avant William Fife. Je suis Ouais. désolée. William Fife l'a détrôné. Notre épisode numéro 4. mais c'est vrai, Vraiment pas une je suis, affaire de fun à détrôner. c'est vrai quand que je vérifiais pour être sûr que j'avais fait le tour de mes articles, il y avait un article sur William Fife qui mentionnait Michael McGray. Fait que- Ouais. mais pour revenir à Robert Picton, il y a une enquête qui a été faite sur la police de Vancouver il y a quelques années sur les agissements de la police pendant que Picton sévissait. Mhm. Et on a trouvé des dossiers comme des enregistrements du chef de police de Vancouver qui disait que s'il y avait une travailleuse du sexe autochtone en feu en avant de lui, il aurait même pas pissé dessus. Il y a de l'argent qui avait été donné à la police pour enquêter, pour trouver qui tuait ces femmes-là, et cet argent-là a été utilisé pour engager des travailleuses du sexe. Pas pour leur poser des questions. Je dois dire que malheureusement, j'ai pas mon chapeau surpris, sa tête. Mon chapeau surprise.
Puis tu m'aurais dit que ils ont reçu de l'argent pour enquêter là-dessus puis qu'ils l'ont dépensé pour acheter des opioïdes, ça m'aurait pas surpris. Je pense qu'il avait aussi acheté des opioïdes. Ben, c'est ça. Puis il y avait un employé du FBI qui avait été dépêché en Colombie-Britannique pour aider la police, puis il était tellement découragé par les agissements de la police, puis il s'était tellement fait bully par la police qu'il est parti. Puis le FBI, c'est pas... ils ont pas le meilleur track record non plus, là. Non. Fait que... Je pense qu'on brûle ça au complet. Toute l'institution policière, là, on va repartir ça sur des nouvelles bases, je pense. En mars 2000, Calvasse. McGray est reconnu coupable des meurtres au premier degré de John et Nina Hicks, et en 2001, il est reconnu coupable du meurtre de la jeune Gail Tucker. Pour les meurtres de Robert Assali et Gaétan Etier, Michael McGray est transféré à Montréal pour subir son procès. Malheureusement, les articles sont durs à suivre et vont beaucoup sauter du coq à l'âne. Beaucoup d'articles s'intéressent beaucoup plus à Michael McGray, qui est devenu très, très, très bavard pendant son incarcération, et honnêtement, je ne donne pas de plateforme à des hosties dégueulasses. Mm-hmm. Les journalistes se bousculaient pour pouvoir avoir des entrevues avec Michael McGray. Ils publiaient des longs profils où est-ce qu'il citait, là, comme à la virgule près, et il n'y avait aucune information sur John Hicks, il n'y avait aucune information sur Nina, aucune information sur Gail, aucune information sur Gaétan, aucune information sur Robert. C'est dégueulasse. Ce point de vue-là, c'est abject. On est-tu étonné en même temps qu'une personne qui manque d'empathie et d'humanité au point de faire subir quelque chose comme ça à des gens aime parler de soi-même? On est-tu surpris de ça? Exactement. Je veux dire, en tant que média, on devrait pas être complice de ça. Non. C'est pas étonnant pantoute que ce soit quelqu'un qui aime ça parler de ce qu'il fait, puis qui a sûrement une très, très haute estime de lui-même, puis considère que ce qu'il a fait, c'était quelque chose d'impressionnant. Ah, lui, il dit... Fait que c'est à nous je vais rien de... vous citer, absolument rien. Non, c'est ça. Ben, c'est à nous, en tant que médias, nous autres, on est tous les médias, de cut it down to size, puis de dire que ce n'est pas quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose de complètement inhumain et insensé. Et la seule chose, par contre, que je vais citer de lui, c'est que pendant son procès pour les meurtres de Gaétan Etier et Robert Assali, il va dire « C'était pas parce que j'étais homophobe, c'était parce que je savais que c'était des victimes faciles. » Parce qu'il savait que la police allait pas enquêter. J'haïs tout de ça parce que je suis pas surprise non plus. Fait que parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Arrêtez de faire de la politique, arrêtez, on veut du true crime, on veut pas de la politique. Le true crime, c'est politique. Le true crime est intrinsèquement politique. Les victimes sont pas choisies au hasard. Mais je veux dire, tout est politique. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable, là. Tout est politique. Tous les choix qu'on fait à tous les jours, c'est politique parce qu'on vit dans un endroit où il y a de la politique. Exactement. Si tu veux pas que ce soit politique, va vivre dans le bois, dans un pays qui existe pas. Bonne chance. Le pays des chicken sweat. Oh oui! Au Mirador! Oui! Ben, je suis sûre qu'au Mirador aussi, il y a de la politique, OK? Voilà. Bon, mais non, sérieusement. On reçoit vraiment des critiques comme ça? Je suis comme contente de plus lire on en recevait, puis j'ai arrêté de lire, là, mais... Ouais, avec raison. Mais non, les gens, ils tuent pas au hasard, ils savent exactement qui cibler. Ben oui, ils savent qui cibler. Puis je veux dire, avant qu'on nous saute dessus aussi pour faire des... ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des commentaires politiques, là. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent cohabiter ensemble. Tu peux avoir des positions politiques qui sont weird et avoir fait des bonnes choses quand même. Tu peux être une mauvaise personne qui a des bonnes politiques d'une certaine manière. On contient des multitudes, OK? Oui. Bon. Shades of Grey. Yes. Alors, Michael McGray va avoir une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de remise en liberté avant 25 ans. Partie 8. Ce n'est pas la fin. Là, j'ai peur parce que ça fait plus que 25 ans. À l'automne 2010, Michael McGray est incarcéré au Mountain Institution, un établissement carcéral de sécurité moyenne à Agassiz, en Colombie-Britannique. Ne me demandez pas pourquoi un être aussi dangereux se trouvait dans un pénitencier à sécurité moyenne. Beaucoup se le demandent encore à ce jour. Moi, ma question niaiseuse, c'est pourquoi les prisons ont pas des noms qui font plus peur que ça? Ouais, ça sonne comme un spa. Le pit infernal de l'enfer de la vie dure en Alberta. Le niveau final de Mortal Kombat. Oh non! Le château de Bowser! Le Rainbow Road! Le Rainbow Road, c'était le fun, OK? Yeah! J'étais tellement poche. Moi, j'aimais ça, le Rainbow Road. Le 22 novembre,
les gardiens imposent un confinement après qu'une pièce de métal ait été dérobée d'un jeu de ping-pong. Soupçonnant que la pièce a été prise par un détenu pour en faire une arme, les gardiens de l'établissement vont ordonner aux détenus de retourner à leur cellule pour subir une fouille et un recensement. Jeremy Michael Phillips partageait sa cellule avec Michael McGray depuis son transfert au Mountain Institution. À plusieurs reprises, celui-ci avait fait des demandes auprès de la direction de l'établissement pour être transféré de cellule, parce que dès son arrivée, McGray s'était fait remarquer en participant à des bagarres violentes et Phillips craignait pour sa sécurité. Pourquoi? Sécurité moyenne? C'est la question à ce jour que personne comprend. Non, mais à la seconde où est-ce que tu fais partie d'un riot dans une prison à sécurité moyenne, on devrait te shipper dans une prison, une prison à sécurité maximale. Ok, je t'ai donné une chance, tu m'as prouvé que non, bye-bye! Tu sais, il me semble que sécurité moyenne, ça devrait être le monde qui faisait pousser 3 plants de potes dans leur sous-sol, là, à cette époque-là, là. C'est pas violent offenders, là, qu'est-ce qu'ils font, là? Un petit vol à l'étalage. J'avais faim, j'ai volé une Snickers. Exactement. Même si McGray avait déjà dit à un autre prisonnier « Juste parce que je suis en prison ne signifie pas que je ne tuerai plus », Voyons, calvasse! la direction va refuser les demandes répétées de Phillips. Le matin du 23 novembre, soit le lendemain du confinement, Michael McGray appelle les gardes à l'aide. Il dit qu'il n'arrive pas à réveiller son compagnon de cellule. À leur arrivée, les gardes trouvent Phillips couché à plat ventre sur son lit. Sa peau est froide, il ne semble plus respirer. Oh non, il est couché à pleine face avec sa face dans son oreiller d'une manière qu'il ne pourrait plus respirer, par exemple? Ah, je vais t'expliquer ça. Ah, ok. Une infirmière est appelée afin de constater le décès de Jeremy Michael Phillips. Selon son rapport, il était décédé depuis déjà un certain temps puisque son corps était rigide au moment de l'examen. Questionné par les gardiens au sujet du décès de Phillips, McGray ne met que très peu de temps à avouer que c'est lui qui l'a tué, et ce, à peine 7 minutes après que leur cellule ait été fouillée par les gardes. Au gardien, il raconte avoir forcé son co-détenu à se coucher à plat ventre sur son lit et lui aurait ligoté les poignets et les chevilles à l'aide de bandes faites avec un drap déchiré. Ensuite, il lui aurait enfoncé une chaussette dans la bouche et se serait servi d'un autre drap pour l'étrangler. Mais pourquoi ce fou furieux partageait une cellule avec quelqu'un? Les parents de Phillips aimeraient beaucoup le savoir. Ben, comme moi aussi, puis je suis pas les parents de Phillips. Au terme de ses aveux, McGray fait cette déclaration glaçante à ses interlocuteurs. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, je ne suis pas un détenu de sécurité moyenne, j'avais rien contre le gars, mais c'est ça. » Comme je suis d'accord avec la première partie de cette affirmation, McGray. Aujourd'hui, McGray est enfermé à Sainte-Anne-des-Plaines, un établissement à sécurité maximale. On ne pense pas qu'il va réussir à sortir. Mais pourquoi il est au Québec? Selon moi, parce que c'est l'établissement qui avait de la place et qui avait le bon niveau de sécurité. Non, gardez-les loin, là. Faites une prison comme... Juste pour lui. Au pôle Nord. Juste pour lui, là. Oui. Mais j'ai pas réussi à trouver s'il s'est fait mettre l'étiquette de délinquant dangereux, qui ferait en sorte qu'il n'y a pas de date de remise en liberté puis que c'est lui qui doit prouver qu'il doit sortir. Ouais. Il n'est pas sorti. Les derniers articles, il était toujours en prison. OK. Par contre, les parents de Jeremy Michael Phillips exigent toujours des réponses, à savoir pourquoi leur fils a été enfermé avec un être aussi dangereux. Et McGray est considéré comme le principal suspect dans le meurtre irrésolu de Brenda Way, ayant eu lieu en 1997 en Nouvelle-Écosse. Et c'est comme ça que ça se termine. Mais je suis comme contente qu'il soit pas en circulation, là, cette personne-là, là. Non, c'est un... Ce déchet-là. Personne très, 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 très dangereuse. Ben là, oui. Et non, je suis comme... Il est enfermé. Il n'y a pas eu de libération conditionnelle, mais je pense pas qu'il va l'avoir. Ouais. Mais ouais, c'était... Ça m'a glacé le sang, cette histoire. Absolument, avec raison. Et aussi, Michael McGray, après qu'il ait frappé puis qu'il était retourné dans les Maritimes, donc on sait que c'est pas lui, il y a 2 autres meurtres qui ont eu lieu dans le village. Mais c'est bien épouvantable. Et la communauté, ben justement, ne savait pas. Est-ce que c'est encore la même personne? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Oui. Puis, je veux dire, ces 2 options-là sont aussi horrifiantes, là. Oui. Est-ce qu'il y avait plusieurs tueurs en série qui frappaient à cette époque-là? D'ailleurs, il y en a un des 2 qui est irrésolu à ce jour. OK.
Donc, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On sait que c'est pas lui parce que le meurtre s'est passé, il avait déjà été attrapé dans les maritimes, retourné en prison. Ouais, OK. Mais moi, je trouve pas ça plus réconfortant de me dire que c'était pas lui, là. Non, c'est ça. C'est qu'il y a combien... Il y a où l'autre monstre qu'on n'a pas trouvé encore, là? Exactement. Oh! Ça fait froid dans le dos. C'est pas le fun. Non, ce n'est pas le fun. Mais en plus, pendant que je faisais les recherches pour ce cas-là, il y a l'acteur Jonathan Joss qui a été assassiné au Texas, aux États-Unis. OK. J'ai pas entendu parler de ça. C'est un acteur qui était dans Parks and Rec et qui faisait une voix dans King of the Hill, qui faisait le personnage autochtone dans King of the Hill. Puis il a été abattu par son voisin. OK. Un voisin qui avait un long historique de crier des insultes homophobes à Jonathan Joss et son mari. Okay. Jonathan Joss est aussi un homme autochtone. OK. Qui vivait avec son mari et dans le fond, ils étaient même plus dans leur maison tellement ils se sentaient plus en sécurité. Et là, ils ont décidé de retourner voir s'il y avait du courrier et ils ont trouvé leur maison brûlée, leur chien tué, avec les crânes display. Et leur voisin est venu leur crier des insultes homophobes avec un gun. Et Jonathan Joss a poussé son mari pour le protéger et a été abattu par son voisin. Mais c'est donc bien épouvantable comme histoire. Police... Pourquoi tu me comptes ça en parenthèse à la fin du cas de même? Parce que c'est arrivé pendant que je faisais un cas sur de la violence homophobe. Oh my God! Et la police du Texas est arrivée rapidement arrêter le voisin. Ouais. Et la police dit qu'ils n'ont trouvé aucune preuve que c'était un crime haineux. Ouais, mais la police sont vraiment bons pour ça. Et pour dire que c'est pas un crime haineux quand c'est très évidemment un crime haineux, là. La police américaine. Et c'est le comme leur service spécialité de police qui ont déjà eu des... qu'il y a déjà des membres de leur corps qui ont dû quitter parce qu'ils étaient victimes de tellement de bullying parce qu'ils étaient gays. C'est triste. Fait que pour l'humanité. On fait partie de l'humanité. On est en 2025, puis il faut qu'on parle de ça. Ça m'écoeure. Ben, c'est très écœurant. Beaucoup. Oui. Parce que c'est... Je pense qu'on a peur de la mauvaise section de l'humanité, je pense. Les gens qui pensent que les personnes homosexuelles sont un danger quelconque à l'ordre public, là, on a des problèmes, là. C'est pas... vous avez peur du mauvais 1%, là. Ouais. C'est pas juste 1% de la communauté LGBTQIA+, mais... tu sais, toutes les attaques sur les personnes trans, là... ça va faire. C'est des personnes qui essayent juste de vivre leur vie en sécurité, là. Ouais, ça va beaucoup faire, là. Que c'est ça. Ah, c'est vraiment épouvantable. Mais merci de nous conscientiser à ça, Audrey. Mais aussi, si tu me permets, tu sais, je veux pas faire la morale ou quoi que ce soit, mais dans l'épisode du village, il interviewe une militante lesbienne. Puis elle dit qu'ils ont eu beaucoup de misère à faire de la conscientisation auprès de la population à l'époque. Puis elle dit qu'elle a l'impression que c'est parce que les hommes ne sont pas assez mis au courant du danger de rencontrer des inconnus. Mm-hmm. Elle dit, tu sais, les femmes, dès notre plus jeune âge, on nous dit, tu sais, surveille ton verre quand tu sors, tu sais, dis à des gens où est-ce que tu vas. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'effectivement, les hommes, on fait pas les mêmes prises de conscience. Fait que j'aimerais vous encourager, je sais, j'ai pas d'enfants, mais j'aimerais vous encourager à dire aussi à vos boys, tu sais, si tu vas dans un bar avec quelqu'un, que vous ayez en date avec une femme, un homme, une personne non-binaire, de texter quelqu'un, puis de dire où est-ce que vous allez, quand est-ce que vous allez revenir, de donner des informations sur où est-ce que vous allez. Mais oui. Parce que le danger, ben, il n'y a pas de genre. Le danger guette tout le monde, puis c'est plate qu'on vive dans une société où est-ce qu'il faut faire ça. Mais, tu sais, j'aimerais beaucoup encourager aussi, messieurs, entre vous, à vous tenir au courant de où est-ce que vous allez. Puis, tu sais, si vous allez dans un bar puis vous repartez avec quelqu'un, de, comme, faire un signe à quelqu'un. Que, comme, « Hey, je m'en vais avec telle personne. » Ouais. Tu sais, je pense que c'est tout le monde. Faut qu'on se tienne puis qu'on se protège entre nous. C'est de la belle solidarité, c'est de ça qu'on a besoin. Oui, puis on vous aime, messieurs, on veut pas qu'il vous arrive des choses. Là. Non, on veut pas. J'espère qu'on n'a pas l'air des gens qui aiment pas les hommes. Oh non, moi je viens de leur dire, prenez soin de vous, les boys. Ben, je sais, le nombre de fois qu'on a dit à quel point qu'on aimait Éric Bruno, il me semble que ça parle de soi, hein? Hein?
Il est beau, Pedro Pascal. Oh mon Dieu, Pedro Pascal. Pedro. Même si vous allez en date avec Pedro Pascal, dites-le. Oui. Même si vous allez en date avec Keanu Reeves, dites-le. Pedro Pascal, ben Keanu Reeves au moins est canadien, fait que c'est... Oui. Es-tu canadien? Oui. Ok, c'est ça. Fait que c'est comme notre joyau national. Fait que si vous avez... On va mettre sa face, c'est bien 20$. Ben, ce serait beau. C'est... Oh... Mais fait que si vous avez On aimé cet dépenserait épisode... plus nos 20$, on les garderait. Non, c'est ça. On pourrait se passer une petite collection, là. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, que vous voulez en savoir plus sur nous, nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Nous avons aussi une chaîne YouTube où on met des versions vidéo avec une belle petite onde là, sonore qui fait pendant qu'on parle. C'est très agréable à mettre quand vous avez besoin d'écouter des podcasts et que, par exemple, vous êtes au travail puis votre employeur ne permet pas d'avoir Spotify sur votre ordi de job. Ça peut être une façon de contourner ça. Je veux pas vous donner des idées, mais on dit ça comme ça. Nous avons aussi une magnifique communauté Patreon. Sur Patreon, vous pouvez nous encourager, moyennant un petit peu de moyens. Un petit peu de moyens. Nous avons plusieurs tiers d'abonnements qui donnent droit à plein d'affaires le fun, comme accès à notre communauté Discord qui est, sans contredit, la place la plus bienveillante et wholesome de toute l'Internet. Oh que oui. Oh que oui. Nous offrons aussi sur Patreon des épisodes bonus. Nous avons des vidéos de dégustation de café et des vidéos de déboîtage. On l'a fait juste une fois, mais non, on a reçu une grosse caisse de café et on a déboîté ça directement. On avait déboîté des macarons. Devant des notre macaroons. caméra. Aussi, c'est vrai. Et donc, nous vous offrons ça, de la bonté de notre cœur. Un beau petit shout-out en ondes. Shoot-out! Un beau petit shout-out en ondes quand vous vous abonnez à notre Patreon. Alors, nous allons bientôt remercier nos patrons le temps que l'ordi s'allume. Non, pour vrai, attends. C'est correct. Le réseau auquel je me mets d'habitude, il est pas là. Oh non! Je peux chanter en attendant. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux chanter? En Ontario, waouh, quand il fait chaud, waouh! Parce qu'on a parlé d'Ontario. C'est quoi ça? C'est une vraie chanson? Ben, c'est une chanson qu'on chantait dans mon autobus pour Sacrément. Titana. En Ontario, waouh, waouh, quand il fait chaud, waouh, waouh, on se déshabille, aïe, aïe, on saute dans l'eau, waouh, waouh. C'est exactement le même air que la maudite chanson dans la Zim Boum Boum, là. C'est vrai? Oui! Écoute, on n'était pas les plus créatifs, là, on était des petits tannants dans un autobus. Bon, ben, le Wi-Fi est pas là à la Zim Boum Boum. Je vais aller chercher à la Zim Boum Boum mon téléphone à la Zim Boum Boum. Ben, je peux juste te dire... Ok, anyone, parfait. on a juste Dis-moi les à la Zim Boum Boum. Tu peux dire... Mais je pense qu'il y en a déjà eu un, mais c'est pas grave, il peut en avoir un autre. Ok. Christophe Wellens. Oui, il y en a déjà eu un, je l'avais noté justement qu'il y en avait okay. Non? Ça se peut-tu? Oui, mais c'est ça, que j'avais noté que c'était un retour? Ouais. Que, bon, ben écoute, je vais les noter. Fait que tu peux dire merci à Bianca Bourgeot. Parfait. Parce que j'ai fait un update de notre document. OK. All right. Alors, merci Bianca Bourgeot. Et merci Marie-Soleil Stewart. Yeah! Merci beaucoup pour votre soutien. On espère que vous appréciez vos nouveaux avantages. Et là, comme d'habitude, nous allons terminer notre épisode avec un petit peu de décantage, tu sais. Faut décanter ça, là, comme du bon vin. J'aime ça que tu dis décanter puis vin. Ouais? Oui. Ah, j'ai très hâte. Il paraît que tu vas me raconter un Lifetime movie de Mary Higgins Clark. Exactement. Hey, j'ai hâte en maudit. Okay. Ça a tout rapport avec le vin. On dirait que tu as lu dans ma tête. Pour vrai? Oui. Incroyable. Alors, décantons ensemble en écoutant Audrey qui nous raconte une histoire de film complètement whack. Exactement. Et pour les autres, ben, on vous verra dans 2 semaines pour la suite de la saga criminelle du clan du bois. Oui, yeah! Voilà. OK, alors là, Catherine, j'aimerais qu'on se transporte dans un vignoble très, très bourgeois. Je t'approche avec un ballon rempli de vin qui n'est pas du vin, mais bien du jus de raisin. Toujours. Et là, je vais te raconter le film A Crime of Passion. T'as-tu déjà lu du Mary Higgins Clark? Oui, parce que c'est une des auteurs préférées à ma maman. Eh ben, moi aussi, j'en avais chez nous. Ça et du Daniel Steele. Puis quand t'es un enfant, des fois, t'es comme, ben, j'ai pas le goût d'aller à la bibliothèque, moi, lire ce qu'il y a chez nous. Exactement. C'est ça. Fait que du Mary Higgins Clark, du Nora Roberts, puis du Daniel Steele. Oh, mon Dieu. Alors... Toi, frayant. Je fais swirler le vin dans ma coupe. Alors, A Crime of Passion, un crime passionnel, c'est le film parfait pour les gens qui aiment quand tous les dialogues sont du exposition. Ah, ben comme Craven le chasseur! Oh que oui! Nice.
Y a-t-il un homme qui se transforme en rhinocéros, là? Non, je sais, c'est un letdown, mais comme, soyez un ours avec moi, ou un rhinocéros, comme vous voulez. Parfait, j'adore cette expression, soyez un ours avec moi. Alors, ça commence dans un vignoble, où est-ce qu'on célèbre la nouvelle mouture de vin du mai. Je pense pas que ça s'appelle une mouture. Moi non plus. OK. Le nouveau cépage Bon, voilà. de vin du mai. Ah! Et là, nous avons Freddy, qui est là avec le partner d'affaires de son père, que là, son nom m'échappe et j'ai fermé mon ordi. Fait qu'on va l'appeler Gustave. Non, faut que tu donnes des noms très américains. Sean. OK, elle est avec Sean. Ou John. Elle est avec John, le partenaire de son père. Oui. Et là, ils célèbrent le nouveau cépage. Et là, Freddy, elle est tellement heureuse dans cette belle soirée où ils célèbrent le nouveau vin. Et ils vont se torcher la face entre petits bourgeois. Et là, elle remercie les gens d'être venus. Et là, on voit parmi la foule une femme plantureuse. Elle a des bobines plantureuses, des boules plantureuses, des foufounes plantureuses, des cheveux plantureux. A-t-elle un ventre plantureux? Non. Ah, Non. ces femmes Ça, n'en c'est ont non. jamais. Ce n'est pas réaliste. Alors, elle porte... Parmi ces gens qui sont habillés assez conservateurs, elle porte une petite robe blanche avec des roses dessus très, très, très serrées. Et elle regarde John avec des yeux de convoitise. Et là, Freddy va frayer parmi la foule et Alan s'approche de John et dit comme... Ah, et voilà, tu es bien heureux maintenant parce que bientôt tu vas prendre ta retraite. Mais comme tu peux voir, les vins du mai se portent très bien, alors tu vas pouvoir prendre ta retraite sans t'inquiéter parce que comme tu vois, Freddy s'occupe très bien de l'entreprise et tu pourras te reposer seul avec ta femme et être heureux. Puis j'étais comme, waouh, les gens parlent comme ça dans la vie. Oui, c'est une façon très normale de parler, effectivement. Mais là, pendant qu'il parle avec Alan, la femme plantureuse s'approche de lui et elle lui dit « Bonjour, je m'appelle Arabella. » Pardon? Oui, j'étais comme « Ah oui, comme une personne normale. » C'est pas ça le nom de la vache dans Mickey Mouse, là? Je sais pas, mais Mirabelle, c'est... Arabelle, un enfant de même? Arabella, mais c'est aussi une chanson des Arctic Monkeys, mais elle n'était pas sortie à l'époque du film. Alors on en J'aime parlera. pas ça, les Arctic Monkeys. Je trouve Moi que non c'est de la plus. musique prétentieuse. C'est de la musique de personnes qui achètent des vinyles et portent une petite tuque roulée au-dessus de ses oreilles. Oui, de la musique prétentieuse. Voilà. Voilà. Alors elle s'approche de John et dit comme « Oh, j'aime tellement vos vins, ils goûtent si bon. Et moi, je suis une experte des vins, j'ai étudié le vin en France malgré mon gros accent qui a comme trop par rapport. » Ouais. Et là, la femme de John, elle est plus loin puis elle est comme « Oh, John, il parle avec une femme plantureuse, il va me laisser pour la femme plantureuse. » Mais là, Freddy la rassure puis elle est comme « Non, 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 tu sais, c'est juste parce qu'elle a mis ses seins dans sa face, mais comme... » Il t'aime, il va pas t'abandonner. Puis j'ai comme, mon Dieu, il fait juste parler avec une madame. Puis l'autre, elle spin. Puis l'autre est comme, non, il va pas t'abandonner, inquiète-toi pas. Non, non, Janice. Mais là, Ton homme t'est fidèle. sa femme, elle quitte la soirée. Et elle meurt. Elle s'en va sur un balcon. Une femme plantureuse qui ne sert qu'à mourir dans une histoire Non, non, c'est la policière. femme. La femme de John. Ah, excusez. Elle sort du cocktail, elle va sur un balcon, Pas et là, bien elle mieux, pleure en regardant à l'horizon, puis là, tout à coup, il y a 2 bras qui apparaissent et qui la poussent par-dessus le balcon! Non! Puis là, le lendemain, la police, ils disent comme « Oh mon Dieu, cette femme est morte, elle était complètement torchée! » Mais finalement, ils se rendent compte que non, le choc de l'impact était trop fort, elle a été poussée! Alors, la dame est morte. Et aussitôt, John, en bon mari éploré, commence une relation avec Arabella et la fait déménager chez lui et lui donne la moitié des parts de la compagnie. Attends, tu peux-tu vraiment savoir si quelqu'un a été poussé ou si quelqu'un a sauté ou est tombé? Je sais pas. Faudrait que tu pousses fort en tabarnouche, là. T'es-tu une auto qui frappe quelqu'un qui tombe en bas d'un balcon? Il me semble que juste... Il y avait beaucoup de Charrer armes. avec tes... Ouais, avec tes mains, il me semble que ça C'est- fait pas une grosse différence. Écoute, elle a peut-être été poussée par un professionnel du kinball. Elle a été poussée par une Zamboni qui se promenait dans la réception. Omnikin, madame qui pleure! Paf! Fait que, Pauvre madame qui pleure. le Freddy, elle voit pas ça d'un bon œil, Arabella qui s'insinue dans leur vie, et en plus, la dame qui est morte d'une manière un petit peu étrange. Et à un moment,
drôlement opportun. Alors elle confronte John et elle lui dit « Cette femme veut voler ton argent, ça n'a pas d'esti de bon sens. » Et John lui dit « Oh my God, tu peux pas juste être heureux pour moi. Il y a une femme qui veut être dans mon lit. Laisse-la être là si ça lui tente. » Est-ce que Freddy est une femme? Oui. Ok, c'est ça, me semble. Frederica. Mais là, Frederica, elle lui fait pas confiance, puis Alan lui dit comme non, laisse-le tranquille, ça n'a pas rapport, concentre-toi sur les vins, puis elle est comme non, je ne peux pas me concentrer sur le vin. Moi, je pense que c'est Alan qui a tué la femme de John. Oh, c'est ça ta théorie. C'est ça ma théorie. C'est ça ta théorie. Faut toujours que ce soit pas exactement la personne la plus likely, mais comme quelqu'un que tu vois pas le lien, puis là, éventuellement, tout le lien t'est exposé dans un chapitre, comme l'avant-dernier chapitre d'Agatha Christie. Ok, c'est bon, fait que là, vous faites vos prédictions. Ouais, moi, ma prédiction, c'est ça. Parfait. Fait que là, Freddy, elle va voir son ex, Dan, qui est un expert des ordinateurs. Oh non, c'est un hacker. Ouais. Oh, Dan. Puis là, elle lui dit... Est-ce qu'il y a des grosses lunettes? Non. Ah. Non, il s'appelle pas Dan, il s'appelle Dale, pardon. C'est Dale. 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 Comme les Dale Howard Chuck? Exactement. Oh non. Dale, c'est comme l'idée d'un daytime movie d'un gars qui est bon en ordinateur. Fait qu'il est beau, mais pas trop. Puis il est très maigre, il a une petite chemise à carreaux, puis comme qui est boutonnée jusqu'au top, puis des petites lunettes. Pas tout à fait. Il est très grand, il est musclé, mais pas trop. Ben non. Il a les cheveux bruns, Mais épais, pas trop. mais pas trop longs. Ouais. Puis il a une chemise à carreaux, puis un t-shirt un petit peu plissé. Mm. Puis des jeans qui vont parfaitement, mais un petit peu trop grands. Mhm. Puis des souliers un peu sales. Fait que, Mhm. tu sais, il est pas... Tu sais, il est beau, mais pas trop. Il est beau, mais il est pas Aaron Taylor Johnson dans une pub de Armani. C'est ça. OK. Fait que là, elle va voir Dale, puis là, elle dit à Dale, je soupçonne cette femme, Arabella, de vouloir voler l'argent de John. D'être une vache dans Mickey Mouse. Et voilà, et d'avoir tué la femme de John. Est-ce que tu peux m'aider? Et Dale est comme, je veux bien t'aider, mais moi, selon ce que tu me racontes, moi, je checkerais plus le passé de ton mari. C'est qui son mari? Alan? Ah, excusez! Puis là, Freddy... tu veux dire mon suspect numéro 1? Oui. Je l'aime, Dale, je le kiffe! Puis là, Freddy est comme, t'es juste jaloux parce que toi et moi, on s'est pas mariés, mais ils étaient ensemble genre au secondaire, puis là, ils ont comme la trentaine passée. C'est pas grave, ça. Ça Écoute, arrive beaucoup aux il a États-Unis. jamais get over it. Ouais, mais non. Frédérica, elle avait un poon magique, spécial. Puis, alors là, fait que là, l'histoire continue, mais là, à un moment donné, Arabella et John, ils se chicanent. Et là, Arabella, elle quitte la maison en disant que « Oh, tu n'es pas un homme! Tu n'es pas prêt à te battre pour moi! » Parce que Arabella avait surpris la femme de chambre à fouiller dans ses affaires. Oh non! Puis elle est Maudite fâchée. femme de chambre! Puis elle dit à John, cette femme de chambre, elle est dans mes affaires, tu dois la renvoyer. Puis John est comme, non, parce que je suis un homme et je sais pas faire à manger. Puis là, Arabella est comme, oh, je suis fâchée, tu fais pas ce que je te dis, alors je m'en vais. Puis là, Arabella sort de la maison en pleurant et elle se fait tuer dans le stationnement. Elle est abattue de 2 balles et quand elle tombe par terre, elle est sur les hôtes. Ah, ça, c'est vraiment... c'est certain. C'est certain que oui. Il y avait une petite brise qui passait par là. Oui. OK. Mais là, entre-temps, Dale avait montré à Frederica que Arabella, en effet, elle n'était pas Arabella, elle avait un nom très américain, genre Nancy Jones ou whatever. Oh, et ça, elle c'est était très affiliée américain. à un criminel et il faisait de la fraude où elle séduisait des hommes riches pour leur voler leur argent. Comme le fait avec Sigourney Weaver! Mais là, juste avant de mourir, Ouais. Arabella, elle avait dit à son monsieur Uh-huh. avec qui elle était en affaires, qui s'appelle Alfred, qui est pas vraiment un nom de criminel. Gino. Fait que elle dit à Alfred qu'elle aime John et qu'elle ne veut plus faire de la fraude avec lui. Alors là, on apprend que, mon Dieu, mais c'était pas Arabella alors qui avait tué cette femme, parce que là, elle aussi, elle est morte. Et là, quand Freddy va parler avec Alfred, elle se fait pousser dans un ravin. Quoi? Il était où le ravin? Ben, c'est que le criminel avec qui Arabella est arrangée, Ouais. il vit dans le bois. Ah! Là, elle va le confronter. parce Ouais, que mais comme, pourquoi il a fait ça? Parce que Dale, il a donné les coordonnées, parce que c'est un hacker. Ouais, mais comme elle est donc bien une busybody, laisse la police travailler. Qu'est-ce que tu fais là, madame? Ouais, la police fait comme Tu rien. possèdes un vignoble, t'es pas détective privé, Parce calme-toi. Mais là, la police, entre-temps, est comme, non, nous, on le sait, que Arabella et la femme, tu sais, les deux, ils sont mortes et elles étaient avec John, fait que c'est John qui les a tués.
Non, moi, je pense John. encore que c'est Alan, même si je me rappelais pas que c'était le mari de Freddy. Fait que là... Je pensais que c'était le père de Freddy. Excusez. Fait que là... Quand même. Fait que là, elle va confronter le criminel, puis le criminel est comme « Non, moi, j'ai rien à voir là-dedans, bla bla. » Puis elle est comme « Oh, moi, je vais aller voir la police. Puis attends-toi, est-ce qu'on t'attrape, mon petit vaurien? » Mais là, quand elle s'en va, elle se fait pousser dans un ravin. Oui. Fait que là, elle est chanceuse parce que Dale l'avait suivi. Parce qu'il était comme « Ah, je te connais, Freddy. Je savais que t'allais pas donner l'information à la police et que t'allais affronter Alfred toi-même. Espèce de petit caractère de cochon. Et là, elle retourne chez elle. Et Dale la prend à part puis lui dit « Hey, faut aussi que je te dise, ton mari, là, avant toi, il était marié avec une autre femme. Et cette femme, elle est morte. » Est-ce que c'était la femme de John? Non. Ah. Puis là, Freddy est comme « Ah! » Puis là, elle confronte Alan. Puis là, Alan, il lui avoue qu'effectivement, il a déjà été marié avant elle et que sa femme, elle est morte dans un accident de bateau. Oh non. Chose qui arrive très souvent. Oui. Comme dans Yamaska. Exactement. Et là, Freddy, elle est fâchée, puis elle met Alan dehors. OK. Puis là, Alan, il a nulle part où aller. Alors, il va en prison voir John. Il lui dit « Hey, John, tu es en prison. Est-ce que je peux prendre ta maison? » Pardon? Puis John Oui, est comme... ouais. Puis John est comme « Oui, y a pas de problème. Tu peux prendre ma maison. Ça me dérange pas. Tu peux même prendre ma... » Puis il dit... Quand est-ce que John a été arrêté là-dedans? Après qu'Arabella a été tuée. Je m'excuse, je raconte un petit peu tout croche. Ah, d'accord. J'essaie de comprendre. J'essaie de suivre. Fait que là, John est en prison. Puis là, il dit à Alan « Oui, tu peux prendre ma maison. Y a pas de problème. » Puis là, Alan... Il va chez John, puis là, il y a la femme de ménage de John qui est comme « Oh, je suis si seule, j'ai rien à faire. » Puis Alan est comme « Ah, mais est-ce que tu voudrais aller t'occuper de Freddy? Elle veut plus me parler, mais elle s'est cassé le pied en tombant dans le ravin, tu pourrais t'occuper d'elle. » Puis elle est comme « Ah, mais bien sûr, je vais m'occuper de Freddy, y a pas de problème, ça me fait plaisir. » Alors, elle va chez Freddy. Mais là... non, est-ce que c'est la femme de ménage la coupable? Entre-temps, il retourne voir John, puis John, il dit « Ah, tu sais, j'ai pas été un homme parfait dans ma vie. Arabella, c'est pas la première femme avec qui j'ai trompé ma femme. » Non! Tu vois, j'ai déjà eu une aventure avec la femme de ménage! Ah non, c'était la femme de ménage tout ce temps-là! Ah! Putain de Et merde! là, Freddy, elle est à la merci de la femme de ménage. Ils essayent de l'appeler. Mais c'est la femme de ménage qui répond. Elle est comme, oh non, Freddy, elle fait dodo, elle peut pas répondre. Puis elle raccroche. Mais attends, est-ce que la femme de ménage est juste comme une psychopathe ou comme... Pourquoi elle serait à la merci de... Genre, Freddy était pas en train de découvrir que c'était elle qui avait tué quelqu'un? Elle a aucune raison de tuer Freddy? Je sais, moi aussi, j'étais comme, what? Puis là... That's not how you build une histoire policière, madame. Elle est à la merci de de la femme de ménage. Oui. Puis là, quand elle s'en... Mais là, c'est que... Quand elle s'en rend compte, Freddy, elle est comme « Oh mon Dieu, c'est toi qui as tué la femme de John et Arabella parce que tu voulais être avec John! » Mais là, moi, je suis comme « Mais John est en prison. Ce plan fait aucun nasty de bon sens. » Ouais, effectivement. Puis là, la femme de ménage est comme « Non, parce que John, il est riche, alors ses avocats vont réussir à le sortir de prison. » Ouais, je comprends pas pourquoi il a pas déjà payé sa caution, là. Puis là, j'étais genre « What? » Puis là, elle dit à Freddy, et là, moi, je vais te tuer toi parce que t'en sais trop, mais personne va me soupçonner parce que je suis une petite femme de ménage timide. Effectivement. Mais là, c'est comme ça que ça fonctionne, le sexisme. Un esti de gros couteau et elle commence à courir après Freddy. OK. Et je suis genre, OK, tu peux être une petite femme de ménage toute menue et toute cute, mais si une personne connaît une mort violente, pendant que tu es toute seule avec elle dans la maison et que plein de personnes peuvent confirmer que tu étais toute seule avec elle dans la maison, je pense que la police va te poser des questions. Ben, fun fact, tu peux aussi être aux États-Unis puis dire que c'est un homme noir qui est rentré chez vous. Ah oui, c'est bon, ça! Voilà. C'est bon! Ça, cette excuse-là a passé plusieurs fois. C'est ça. C'est vrai. Alors, les deux femmes se courent un petit peu après dans la maison, comme Tom et Jerry, et finissent sur le toit du vignoble, et la femme de ménage finit par tomber en bas du vignoble et meurt. Pourquoi le vignoble a un toit? Je veux dire, l'établissement où est-ce qu'ils font le vin. Fait que, comme ils prennent les raisins puis ils amènent tout. Oui, un vignoble, les raisins, ils sont à l'air, là. Elle monte sur les raisins. Ben, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu mettre un petit gazebo sur leurs raisins? Oui, OK. Non, mais c'est l'établissement où est-ce qu'ils font le vin. Ils montent, puis elle tombe, puis elle meurt. OK, puis c'est là qu'elle était Freddy avec son pied cassé. Pourquoi elle était pas chez elle?
Ben, elle était dans sa maison, puis le vignoble, il est comme attenant à leur maison. Puis là, elle se sauve, elle fait Tom et Jerry avec son pied cassé. Oui. Excusez, il y a bien des plot holes dans Puis à un moment ce donné, les deux, ils clopinent parce que l'autre aussi est tombée, puis elle s'est fait mal. Fait que les deux, ils sautaient, puis je trouvais ça très drôle. Ah, On comme aurait dit une course de poche à patate. Jack Nicholson dans The Shining, là, qui court après son petit gars. Exactement. Ok, oui. Puis là, Freddy, elle est suspendue dans le vide parce que comme elle a failli tomber elle aussi quand la femme de ménage est morte. Mhm. Puis là, Alan y arrive, puis il est comme « Freddy, je suis là! Tu peux te laisser tomber, tu peux me faire confiance! » Et je tiens à dire qu'elle est suspendue à, comme, 4 pieds dans les airs. Ah, Elle est ok. pas si haute que ça. Elle touche quasiment à terre, puis elle est comme « Non, je peux pas te faire confiance, t'étais mariée avant! » Puis comme « Oui, mais c'est pas moi qui ai tué la femme de John et Arabella! » Puis elle est comme « Ah, t'as raison! » Puis elle lâche. C'est vrai, elle avait oublié cette affaire-là. Elle se l'est fait compter il y a 2 secondes ce qui se passait. En tout cas, puis là, il attrape sa femme. Puis là, tout est correct. Puis là, on est le lendemain et le soleil est revenu. Oui. Et là, John est sorti de prison. Parce que comme, ah oui, c'était la femme de ménage. Puis je suis comme, mais elle est morte. Elle est où, la femme de ménage? Elle est morte? Elle est morte. Ah. Puis là, la police sont avec eux, puis ils sont tous souriants eux aussi. Puis ils sont comme, ah, c'était la femme de ménage qui a tué la femme de John et Arabella. Tout est correct. Je suis comme, mais il n'y a pas de preuve. Non, elle s'est confessée. Elle s'est confessée dans les airs. Ouais, elle s'est confessée dans les airs à Freddy. Ça compte. Fait que là, tout le monde est content. Puis là, la police s'en va en faisant comme « Ah, une belle affaire de régler! Ha ha ha! » Mais là, John est comme « Mais là, il manque encore une personne pour s'occuper du réseau informatique de notre entreprise de vin, parce que c'est ce que Arabella allait faire. Mm-hmm. Puis là, Alan, il arrive à côté de Freddy et il dit « Écoutez, j'ai pris une décision exécutive. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. » Et là, Dale arrive. Ben oui. En beau complet gris. C'était un job pour mon boy Dale, là, ça. Puis là, tout le monde rit ensemble et fait un chin et le film est fini. C'est excellent. C'était incroyable. Ça C'est aurait vraiment dû- du daytime television. L'histoire aurait dû décanter un peu plus. Histoire que la lie puisse remonter ou se déposer. La lie, elle se dépose dans le fond. Whatever, cette affaire-là. Ça. Mais, ouais, non, je suis pas 100% satisfaite de cette intrigue. Moi non plus. Ok, c'était très intéressant. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est Mary Higgins Clark. Ça, je suis comme... Sorry! Mais là, je pense qu'on devrait se raconter plus d'histoires de Mary Higgins Clark, Ben oui. par exemple. Ben oui. Oui. C'est juste que, pour vrai, la femme de ménage, là, ça sort de nulle part. Ben, ça sort un peu de... Moi, je m'attendais à... Je sais pas, Alan était secrètement l'amant de John. Oh, ça... Je pense pas que Mary Higgins Clark irait Non. là. Non, elle irait pas là. Non. Ou l'amant de la femme de John. Puis là, elle menace pourquoi il aurait de tué? l'exposer à son mari. Là, son mari l'aurait boutard de leur compagnie ou je sais pas quoi. Puis là, il l'aurait tué. Mais là, après ça, Arabella, je sais pas trop pourquoi il aurait tué elle, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit ce soir-là, fait que c'est correct. C'est correct. Voilà. Que tu peux vivre en paix en sachant que t'as pas écrit cette histoire-là. Et, ben, je peux dormir la nuit Ouais. grâce à ça. T'es comme, ah, c'est pas moi qui ai écrit un crime passionnel. Haha. C'est à peu près comme ça que je dors la nuit, oui, effectivement. Oui, t'es comme, ah, je suis pas Mary Higgins Clark. Mais c'est rassurant quand même. Ben Je veux oui. dire, si j'étais Mary Higgins Clark, j'aurais plein d'argent, fait que c'est juste... Ouais, je pense qu'elle aussi est comme, ah, je suis Mary Higgins Clark. Et voilà, c'est de même. Hey. Écoute, tout le monde est comblé dans cette histoire-là, j'aime ça. Si vous avez des vraiment en poche des Time TV Movies à nous recommander, là, n'hésitez pas à nous écrire. Un peu de crème@gmail.com. Ça fait longtemps qu'on donne plus notre adresse courriel. Un peu de crème@gmail.com. Oui, on est Qu'est-ce là. qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on va regarder pour vous? Pas de Room. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour On est très conscient de chers l'existence de auditeurs, The chers Room. auditeurs. Mais c'est bon, The Room. Ouais. Ça tente Ou pas qu'on raconte The Sharknado. Room? Ah, Sharknado, c'était tellement bon, Sharknado! Mais y a-tu quelqu'un qui a besoin qu'on y raconte The Room, puis là, les gens vont être comme, oui, mais dans votre version à vous autres. Ben là, 100%. Mais c'est parce qu'on peut Notre pas, on n'est pas remix. capable de faire la voix de Tommy Wiseau, là. Ah c'est non, je quand suis même... capable. Ouais? Ouais, je suis capable. Ok, parfait. On Fais-moi est capable, confiance. apparemment. Yes. Mais là, tu dis ça, puis tu mets la barre haute en esti. What if tu le fais, puis le monde sont déçus? Ah, écoute, Hey. je vais vivre avec. En tout cas. Fait que merci beaucoup pour votre soutien, comme toujours, puis on se revoit dans 2 semaines. Oui. pour Peut-être parler sur le avec toit les- d'un vignoble. avec un couteau et un pied cassé. Sans doute! Ah, tout un party. Bye tout le monde! Bye bye.
This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Opill is a game changer for sexual reproductive health. They're the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Finally, the days of needing a prescription to get birth control are over. Opill is FDA approved, no prescription needed, full prescription strength, estrogen-free, and available online and at most major retailers. So when there's no prescription, no appointment, there's no hassle. No more waiting at the doctor's office to get a prescription. Opill will be easily accessed over the counter, in store, or online, and will be ready for when you need it. Opill is available online and at most major retailers. Use code GIGGLY for 25% off your first month of Opill at opill.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. I use Uber Eats for everything, and I feel like people forget that you can truly order anything, especially living in New York City. It's why I love it. You can get Chinese food at any time of night, but it's not just for food. I order from CVS all the time. I'm always ordering from the grocery store. If a friend stops over, I have to order champagne. I also have this thing that whenever I travel, if I'm ever in a hotel room, I never feel like I'm missing something because I'll just Uber Eats it. The amount of times I've had to Uber Eats hair items like hairspray, deodorant, you name it, I've ordered it on Uber Eats. You can get grocery, alcohol, everyday essentials in addition to restaurants and food you love. So in other words, get almost anything with Uber Eats. Order now. For alcohol, you must be legal drinking age. Please enjoy responsibly. Product availability varies by region. See app for details.